George Lucas contre le Star Wars de Ronald Reagan. Aujourd'hui, on va parler d'un acteur. Un acteur qui n'a pas joué dans Star Wars, mais qui est devenu président des États-Unis d'Amérique. Je veux parler de Ronald Reagan et de son initiative de défense stratégique, plus connue sous le nom propagandiste de Star Wars. Star Wars, c'est politique et ça l'a toujours été. Générique. Ça propose que le Sénat donne immédiatement plein pouvoir d'urgence au chancelier suprême Palpatine. Sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale du mal. pour une société fondée. Ce qui s'est passé il y a 24 heures sur Corman est ce qu'il faut bien nommer un génocide. Je remercie chaleureusement CRL pour le générique, et en ce qui concerne l'habillage sonore de cet épisode, il s'agit du morceau Coruscant de l'album The High Republic, Light of the Jedi, composé par Grushkov, membre des Faucons Millennials. Pour démarrer ce second épisode de Star Wars et politique, je vous propose le seul cours d'histoire en accéléré de cet épisode, un cours d'histoire en accéléré sur Ronald Reagan. Né en 1911 dans l'État d'Illinois, il commence sa carrière dans le divertissement après des études universitaires. D'abord en tant que présentateur sportif à la radio, il parvint à convaincre en 1937 les studios Warner Bros. De faire de lui un acteur. D'abord cantonné à des films de série B, il finit par avoir du succès après son rôle dans Crime sans châtiment en 1942. Malheureusement, la Seconde Guerre mondiale passe par là et Reagan quitte les plateaux pendant 4 ans pour réaliser des films de propagande sur l'armée américaine. À son retour, il n'arrive pas à percer de nouveau. Il se tourne alors vers la Screen Actors Guild, dont il deviendra le président en 1946, et ce jusqu'en 1952, avec un retour en 1959. Si vous vous rappelez bien notre épisode précédent, on est en plein McCarthyisme. C'est donc tout naturellement que Reagan fit de la délation. Il fournira des noms de sympathisants communistes présumés au FBI. Jusqu'en 1950, ce cher Rooney se considère comme démocrate, mais dès 1952, il se met à soutenir des candidats républicains, dont Richard Nixon en 1960. C'est à cette époque qu'il commencera à tenir des discours contre les droits civiques. Je vous laisse juger avec cette citation de Ronald Reagan. Si une personne veut discriminer les Noirs, et je précise qu'il n'a pas dit noir, il a utilisé le N-word, ou les autres lorsqu'il vend ou loue sa maison, c'est son droit. Vous pouvez retrouver cette citation dans Deconstructing Reagan, Conservative Mythology and America's 40th President, paru en 2007 et écrit par Kyle Longley. Il devint ensuite gouverneur de Californie en 1967. Il sera très répressif face aux mouvements pacifistes opposés notamment à la guerre du Vietnam, envoyant la police et la garde nationale contre les manifestants. Homme politique raciste, anti-avortement, contre l'aide sociale et médicale, contre les pauvres, dont il souhaitait une épidémie de botulisme pour faire le ménage, pour la peine de mort, c'est tout naturellement que le Parti républicain le nomme comme son candidat à la présidence en 1980. Il réalisera 2 mandats en tant que président de 1981 à 1989. C'est lors de son premier mandat qu'il instaurera l'initiative de défense stratégique dont on va parler plus en détail après. Diagnostiqué de la maladie d'Alzheimer en 1994, il décède en 2004 à 93 ans. Et c'est la fin du cours d'histoire en accéléré sur Ronald Reagan. « 1983. Année de sortie du Retour du Jedi, la guerre du Vietnam fait partie du passé, ce qui n'empêche pas la guerre froide de battre son plein. Dans cette optique, Reagan, qui semble avoir passé beaucoup trop de temps au cinéma devant des films de science-fiction, lance son initiative de défense stratégique. Le 23 mars, il annonce à la télévision. Nous nous engageons dans un programme pour contrer la terrible menace des missiles soviétiques avec des mesures défensives. Tournons-nous vers les forces mêmes de la technologie qui ont engendré notre grande base industrielle et qui nous ont donné la qualité de vie dont nous jouissons aujourd'hui. J'invite la communauté scientifique de notre pays, ceux qui nous ont donné des armes nucléaires, à mettre ces grands talents au service de l'humanité et de la paix mondiale, à nous donner les moyens de rendre ces armes nucléaires impuissantes et obsolètes. Ce soir, je dirige un effort global et intensif
pour définir un programme de recherche et développement à long terme pour commencer à atteindre notre objectif ultime, d'éliminer la menace posée par les missiles nucléaires stratégiques. Pour vous la faire simple, c'est un projet visant à mettre un gros bouclier au-dessus des USA avec plein de technologies qui n'existaient pas, voire pas encore, pour les protéger des missiles soviétiques. Ce qu'on note surtout dans ce discours, c'est le « j'invite la communauté scientifique à mettre ses grands talents au service de l'humanité et de la paix ». Ce que veut dire cette phrase, c'est qu'il a lancé son programme de science-fiction sans consulter l'édit scientifique outre mesure en amont. On est typiquement dans un effet d'annonce. Le but de ce programme, c'était de mettre des intercepteurs balistiques au sol, donc comprenez détruire les missiles russes avec des grosses babales et d'autres missiles qu'on tire dessus, ou des intercepteurs, cette fois-ci dans l'espace. Il y avait, pour les trucs au sol, à la fois des propulsions de projectiles assez classiques, un peu comme un gros pistolet ou un gros lance-missile, ou alors des propulsions magnétiques, aussi connues sous le nom de railguns, technologie plutôt expérimentale dans les années 80, mais courante aujourd'hui. Là, on arrive dans la partie plus science-fiction de son initiative, c'est que ce programme devait développer des armes à énergie dirigée, comprenez des rayons laser ou des rayons à particules, contre le missile qu'on souhaite détruire, et ces fameuses armes à énergie devaient être montées sur des satellites, et donc dans l'espace. Donc là, normalement, vous commencez à voir le lien avec Star Wars. Bon, vous l'avez compris, les trucs au sol, ça a plus ou moins marché, les trucs dans l'espace et à énergie, non, c'était de la science-fiction. Et c'était de la science-fiction pour deux raisons. Soit technologique, parce que c'était impossible à réaliser, surtout pour l'époque, soit c'était beaucoup trop cher d'envoyer tout ça dans l'espace pour protéger un pays, notamment avec l'ensemble des lance-fusées nécessaires pour mettre tout ça sur orbite. Le coût était tout simplement exorbitant. Ce qui a très bien marché par contre dans cette initiative de défense, et qui est encore utilisé aujourd'hui dans la vie courante, c'est le volet surveillance. Car avant de tirer sur un missile, il faut pouvoir le repérer. Aujourd'hui, la technologie de surveillance spatiale doit, heureusement ou malheureusement, beaucoup à ce programme du président Reagan. Pour tout le reste, il aura fallu 10 ans pour se rendre compte que c'était de la science-fiction. Cela étant, on va essayer de revenir à Star Wars. Le jour même de l'annonce, Edward Kennedy, petit frère de feu John Kennedy, sénateur démocrate et opposant de facto à Reagan, dit dans un discours qui sera rapporté par le journal Washington Post que ce projet était un reckless Star Wars Schemes, qu'on peut traduire en projet imprudent à la Star Wars. Son but étant de dire qu'il s'agissait de science-fiction pour dénigrer le programme. Et c'est là que commence une guerre de communication. La facilité est utilisée par les deux camps, ceux pour le programme et ceux contre le programme, d'utiliser le nom de Star Wars au lieu de SDI pour Strategy Defense Initiative. On a donc d'un côté les lobbies militaro-industriels et conservateurs républicains, vous l'aurez compris, des soutiens de Reagan qui trouvaient la comparaison plutôt flatteuse. En effet, Star Wars était très populaire à cette époque, donc proposer aux citoyens d'amener un peu de Star Wars dans leur vie de tous les jours pouvait les aider à promouvoir l'initiative et son acceptation par le public. De l'autre côté, on a les lobbies pour la désescalade et le contrôle des armes, voire le désarmement, donc qui sont cette fois-ci plutôt démocrates, qui utilisent la comparaison avec Star Wars pour pointer du doigt l'absurdité du programme. Malheureusement, la boîte de Pandore était ouverte, et que ce soit dans la presse, les médias, par les scientifiques, les politiciens, à l'étranger, dans les discours, on entend les mots Star Wars partout, et ce pendant plusieurs années. Il faut se rappeler que l'imaginaire de Star Wars et des grandes œuvres de la pop culture avait déjà été utilisé par Reagan. Il ne faut pas oublier qu'il a été acteur et a longtemps baigné dans le monde du cinéma. On peut rappeler le discours du président à Orlando 2 semaines avant l'annonce de son programme. « Je vous exhorte à vous opposer à ceux qui ont placé l'Amérique en situation d'infériorité militaire et morale. Je vous exhorte à vous méfier de la tentation de l'orgueil, la tentation de vous déclarer au-dessus de tout cela et de considérer que les deux côtés se valent, d'ignorer l'histoire et les pulsions agressives d'un empire du mal. Ainsi, vous retirez de la lutte entre le vrai et le faux, le bien et le mal. »
On retrouve dans ce discours un manichéisme propre à Star Wars, mais surtout l'utilisation du terme « l'Empire du Mal » pour qualifier l'URSS en pleine guerre froide. Alors même qu'on le rappelle, pour Lucas, l'Empire du Mal dans la trilogie originale, c'est les États-Unis d'Amérique. Et maintenant, je vous propose qu'on se mette tous un peu dans la tête de George Lucas. Il sort l'ultime opus, à cette époque, de la trilogie qui dénonce l'impérialisme et le matériel oppressif des USA, et les mêmes USA se mettent à faire des plans pour construire plein de petites étoiles de la mort au-dessus de nos têtes pour d'une part nous surveiller, et d'autre part tirer n'importe quand avec un rayon laser. Résultat, le nom de Star Wars est bien partout dans les médias, mais pas pour parler des films. Et la goutte d'eau pour le père de la saga, ça sera les spots publicitaires pour et contre l'initiative de Reagan. Il y a notamment 2 spots publicitaires qui vont nous intéresser. J'ai réussi à en retrouver un des 2, donc je vais vous proposer de l'écouter juste après. Je vous en ferai une description et une traduction. Pour le second, j'ai été incapable de mettre la main dessus, mais heureusement j'ai pu dénicher une description du poste dans un vieil article de journaux de 1985, donc je vais pouvoir vous le décrire à défaut de vous le faire écouter. I asked my daddy what this Star Wars stuff is all about. He said that right now we can't protect ourselves from nuclear weapons. And that's why the president wants to build the Peace Shield. It would stop missiles in outer space so they couldn't hit our house. Then, nobody could win a war. And if nobody could win a war, there's no reason to start one. Donc dans ce premier spot publicitaire, qui est un spot pour le projet de Reagan, on y voit le dessin d'une petite fille qui représente sa famille et elle demande à son père « Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Star Wars ?» Elle raconte ensuite que son père lui répond qu'aujourd'hui, ils ne peuvent se protéger des armes nucléaires et que c'est pour ça que le président veut construire un Peace Shield, un bouclier de la paix, au-dessus de leur tête. Le dessin dézoome et on voit apparaître au-dessus de la petite famille un arc de cercle qui bloque des dessins de missiles nucléaires, vraisemblablement russes. La voix de la petite fille conclut en disant que grâce à ce bouclier, personne ne peut gagner la guerre, comprenez, l'URSS ne peut pas gagner la guerre, et donc si l'URSS ne peut pas la gagner, les USA n'ont aucune raison de la commencer. Et le bouclier au-dessus de la jolie petite famille se transforme alors en arc-en-ciel. Alors, je ne vais pas vous le cacher, c'est assez glaçant à regarder. Cette voix de petite fille qui porte finalement des menaces de guerre nucléaire, c'est assez terrorisant, même pour l'époque. Dans le second spot de pub, d'après la description que j'en ai trouvée, on y voit un garçon qui joue avec des cubes de bois, des cubes avec des lettres sur les différentes phases, et avec ces cubes, il compose les mots Star Wars. Et en réponse au premier spot publicitaire, il essaye de réagencer les cubes, de les tourner, de modifier les lettres pour former les mots Peace Shield, donc le fameux bouclier de la paix du premier spot. Mais il n'y arrive pas. Puis il y a une voix off qui dit que Matthew est en train d'apprendre ce que les adultes savent déjà. Quand quelqu'un essaye de t'induire en erreur, il change le nom. Et à la fin, le fameux petit garçon, Matthew, dit « Ça y est, j'ai trouvé, Space Wars », donc guerre spatiale. Donc il a réussi à réagencer les cubes pour former les mots Space Wars, pour dénoncer que ce projet finalement est une escalade dans la course à l'armement et pourrait déclencher non pas une paix, mais une guerre spatiale. C'est donc tout naturellement que George Lucas décida de porter plainte en 1985, 2 ans après la sortie de son film, 2 ans après l'annonce de Reagan de son projet de défense stratégique, pour tout simplement violation de droits d'auteur. Et c'est là que j'ai fait pas mal de recherches, notamment pour essayer de retrouver des articles de journaux de l'époque, et même le compte-rendu de la justice américaine de l'audience préliminaire, parce qu'aujourd'hui on lit sur internet, ou même dans des livres qui parlent de la saga, que Lucas porta plainte contre 2 lobbies militaro-industriels conservateurs. Mais au vu de la teneur des spots publicitaires dont je viens de vous parler, ça me semblait étrange, puisqu'un des 2 spots est contre l'initiative de Reagan. J'ai même lu par endroits que George Lucas porta plainte contre l'administration de Reagan, et dans les 2 cas, c'est totalement faux. Après mes recherches, dont toutes les sources se trouvent en bas de l'article que vous pouvez retrouver sur StarWarsUniverse.com, j'ai découvert qu'il porta plainte contre 2 lobbies responsables
des spots publicitaires que je vous ai décrits précédemment. Il porta donc plainte contre High Frontier, un groupe fondé en 1981 qui promeut des projets militaires, donc un groupe de tendance républicain. Ceux qui sont responsables de la première publicité avec le dessin de la petite fille et le bouclier qui se transforme en arc-en-ciel. Et il porta plainte contre le Committee for a Strong Peaceful America, un groupe plus méconnu à tendance démocrate pour un contrôle des armes. Il porta donc plainte contre un lobby républicain, qui je le rappelle sont ses opposants idéologiques, et un lobby démocrate dont il partage davantage les idées. La raison est simple. Il n'appréciait pas que sa saga soit associée à de potentielles armes de destruction. Que ce soit les républicains ou les démocrates, tous y participaient. D'où sa plainte, sans distinction politique. Il dira même « Star Wars is a movie, not a missile zapper ». Star Wars est un film, pas une tapette à missiles. Il souhaitait juste que Star Wars reste associé à la fantaisie et à l'humour. C'était la valeur même de sa marque déposée qui était menacée. Si demain, une de ses armes potentielles causait des morts, les JT auraient pu titrer « L'initiative Star Wars cause 10 morts dans la ville, machin chose », entachant définitivement sa saga. Le pire pour lui, qui a toujours dit que sa trilogie était des films pour enfants, était que les spots publicitaires utilisaient justement des enfants pour promouvoir les idées portées par les deux lobbies. Enfants pour qui Star Wars n'était plus une saga, mais un programme de défense et d'armement. Donc peu lui importait qu'utiliser le titre de la saga pour parler de l'initiative de Reagan. Dans tous les cas, ça en entachait l'image, qu'on soit pour l'escalade d'armement ou contre l'escalade d'armement. Et vous savez quoi ? Sa plainte fut rejetée par le juge car l'utilisation du terme Star Wars par les deux lobbies était non commerciale. Ce que dit le juge, c'est que tant que personne ne fait des t-shirts Star Wars Missile Defense System ou des figurines pour promouvoir le programme ou contre le programme, ils peuvent continuer à utiliser le terme de Star Wars puisque ça ne leur rapporte pas d'argent. Ceci dit, les opposants au programme, les démocrates, acceptèrent après la plainte de Lucas de retirer leur spot TV, mais pas ceux qui le promouvaient. Leur argument étant que dans leur spot, ils proposaient un autre nom pour remplacer Star Wars, Peace Shield, bouclier de la paix. Avant de conclure, on va aller dans une petite section spéculation, parce que bien que ça n'ait jamais été confirmé, l'année suivante, donc en 1986, Lucasfilm sortit au cinéma Howard le Canard, Howard the Duck, pratiquement la toute première adaptation au cinéma d'un comics Marvel, et bien que le film fut un échec cuisant, on y suit un canard humanoïde qui a été téléporté contre sa volonté sur Terre à cause d'un prototype d'arme à rayons à énergie. Et ce canard devra combattre un ennemi en provenance d'Uranus, lui aussi téléporté sur Terre par la même arme. Donc c'est difficile de ne pas y voir un parallèle avec les armes potentiellement dangereuses imaginées pour l'initiative de Reagan. Autre élément qui n'a jamais été prouvé, le méchant cupide et opportuniste de la prélogie, Newt Gunray, aurait été nommé ainsi d'après à la fois Newt, alors désolé son nom de famille à lui ça va pas être facile à prononcer, Newt Gingrich, un homme politique républicain qui était un conseiller de Reagan, donc qui s'appelait Newt Gunray. Et pour le nom de famille, ça viendrait de Reagan, parce que Reagan, ça ressemble à Ray Gun, donc un rayon laser, Ray Gun, et si on inverse Ray Gun, on obtient Gun Ray. Donc voilà, c'est que de la spéculation, ça n'a jamais été confirmé par George Lucas, mais la similitude prête à sourire. Ce qui est confirmé par contre, c'est que l'ancien président américain, Ronald Reagan, avait demandé à visiter le ranch Skywalker alors qu'il était encore en poste, mais sa demande avait été catégoriquement refusée par George Lucas. Ce qui est intéressant avec cette affaire, c'est que la saga Star Wars a encore été précurseur dans une situation qui est assez courante aujourd'hui, la récupération politique de la pop culture. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'invoquer des œuvres connues pour appuyer ses propos politiques. Ce qui est encore plus intéressant ici, c'est que Lucas porta plainte à la fois contre ceux qui avaient compris son œuvre et s'en servaient pour justifier leurs propos, et ceux qui n'avaient pas compris ses films et détournèrent son message.
Ça aussi, c'est quelque chose de courant aujourd'hui. On se souvient bien évidemment des fascistes qui détournent le message de Matrix en invoquant à tort et à travers la pilule rouge, ou les néo-nazis qui défilent dans les rues arborant le symbole du Punisher, ou plus récemment, on peut même parler de la figure du Homelander dans The Boy, qui peut être récupérée par certaines mouvances d'extrême droite. Hier comme aujourd'hui, il est important de rappeler, d'expliquer les messages de nos sagas préférées et de connaître leurs histoires, car oui, l'histoire de Star Wars ne s'arrête pas à ces films, et aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'aller au-delà pour apprendre du passé. C'était Lei Nangsu, qui espère que cette plongée dans le Star Wars de Ronald Reagan vous aura plu. N'hésitez pas à partager cette émission si vous avez appris quelque chose, et moi je vous dis politiquement à bientôt.